à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour un webinaire spécial durabilité. Donc, on va brosser devant vous tous les types de missions que l'expert comptable peut avoir auprès de ses clients et comment l'ordre vous accompagne avec ses outils, ses ouvrages et les formations qui sont disponibles pour la profession. Alors, je suis très bien entourée aujourd'hui avec Christophe Fontenot et Éric Ferjala-Chérel. Je vais les laisser se présenter. Et moi, je suis donc Delphine Ubrani, expert comptable, commissaire aux comptes, on dit aussi maintenant auditeur vert, et puis présidente du comité durabilité. Christophe, Éric. Bonjour, je suis Christophe Fontenot, je suis expert comptable, vérificateur de durabilité et commissaire aux comptes. Je suis membre de la commission durabilité à l'autorité des normes comptables et je suis vice-président de la commission durabilité à l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Bonjour à tous, c'est Eric Ferjala-Chérel. Alors, je ne suis pas expert comptable, mais je suis diplômé d'expertise comptable, donc au milieu du tableau. Et aujourd'hui, je suis directeur de la stratégie et du département d'études métiers au sein du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, qui embarque ce département tout ce qui concerne les missions, les marchés auxquels s'adressent les experts comptables et évidemment la durabilité qui nous réunit aujourd'hui. Très bien. Alors, on va vous présenter un petit peu rapidement les thèmes que l'on va aborder tout au long du webinaire. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons après chaque thème abordé. Alors, vous avez à l'écran cette fameuse roue de la durabilité qui va nous servir de fil conducteur pour ce webinaire. Et donc, on va aborder, alors vous voyez des petits points rouges, hein, ce sont les thèmes que l'on va plus spécialement aborder. Mais sur cette roue, vous avez donc la finance durable, dont on parlera donc en premier. On a ensuite tout ce qui est éco-organisme, les différentes aides possibles pour nos TPE, PME, nos petites structures que l'on accompagne. Et puis, dans cette roue, on a également la fresque du climat, donc on n'y reviendra pas spécifiquement. Mais Christophe, si tu peux nous en dire 2 mots. La fresque du climat, c'est un outil parmi d'autres pour sensibiliser nos clients au sujet du changement climatique. Il y a une multitude d'autres fresques qui sont proposées par diverses associations. Donc, c'est un outil d'introduction auprès de nos clients que l'on peut utiliser pour ensuite pouvoir déployer d'autres missions. Merci. Alors, on a aussi tout l'accompagnement sur les normes environnementales. Éric. Alors là, effectivement, même si on n'aborde pas quelques mots, pour vous rappeler qu'il existe plusieurs normes, notamment l'ISO 26000 qui est assez connu, mais aussi plusieurs labels, et que la profession est totalement équipée pour accompagner ses clients à la labellisation ou à l'obtention de ces labels, sachant que la plupart en fait, sont tous calés sur l'ISO 26000, l'ISO 26000 étant également assez proche de certaines notions de la CSRD dont on parlera tout à l'heure. Merci. La compta multicapitaux, Christophe. La comptabilité multicapitaux, c'est une approche prospective d'une nouvelle vision de la comptabilité qui permet de répondre aux attentes de nouveaux utilisateurs, de nouvelles parties prenantes. Et donc, l'idée, c'est d'élargir la comptabilité à des notions de capital naturel ou de capital humain. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se construire. On a un groupe de travail qui va se mettre en place sur ce sujet au niveau de l'autorité des normes comptables. Donc, on est plus dans la prospective. C'est une approche qui est retenue, notamment dans le cadre universitaire, par la méthode CARE, qui est promue par l'Université Dauphine, ou d'autres méthodes qui sont promues par d'autres universitaires. Merci. Alors, on parlera également rapidement des différentes obligations RSE. Et on passera un temps un peu plus conséquent sur ce fameux rapport de durabilité en faisant quelques rappels sur la fameuse CSRD et l'actualité très chaude. Les sociétés à mission, Christophe. Donc, les sociétés missions, c'est aussi un axe de développement pour nos cabinets. Donc, ce qui permet effectivement aux entreprises d'aller un petit peu plus loin que leur raison sociale et de se fixer des objectifs liés à une mission sociale ou environnementale, avec des objectifs opérationnels qui font l'objet d'une vérification par un ETI. Et donc, en tant qu'expert comptable, on peut accompagner nos clients sur cette partie de réflexion sur la définition de la mission et des objectifs statutaires et des objectifs opérationnels pour pouvoir permettre ensuite à l'OTI de vérifier la réalisation de ces objectifs dans le cadre de la mission de l'OTI Société à mission.
Très bien. Et avant de parler du rapport de durabilité, on parlera également du bilan de gaz à effet de serre, bilan carbone. Voilà. Donc, pour chacune de ces thématiques, on va revenir sur de quoi on parle, quelles sont les différentes missions possibles pour nous, experts comptables, accompagnants de petites structures, et puis tous les outils que nous propose l'ordre. Et peut-être avant de rentrer directement dans le premier sujet, sur les cases qui ne comportent pas de numéro, vous dire qu'il existe aussi des outils au niveau de l'ordre. Fresque du climat, vous avez les ambassadeurs du climat, dont tu fais partie, Christophe, je crois, et qui permet justement au cabinet qui pourrait être intéressé de faire appel à des confrères pour animer cette fresque du climat. Sur la comptabilité multicapitaux, vous avez un livre blanc qui est sur le site de l'ordre et qui prend toutes les méthodes aujourd'hui qui seraient multicapitaux, même si c'est la méthode CARE aujourd'hui qui est la plus connue, mais il en existe d'autres. Et pour les sociétés à mission, vous avez un kit mission qui comprend un exemple de lettre de mission, un closier et un rapport de fin de mission, justement, et qui va jusqu'à la validation par l'OTI. Très bien. Alors, on va démarrer par la finance durable. Et donc, c'est à moi. Alors, la finance durable, évidemment, c'est ce qu'on entend souvent dans le prêt à impact ou les prêts verts que certaines banques peuvent proposer, enfin presque toutes aujourd'hui. Une nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le réseau Banque Populaire, puisqu'il y a une convention qui a été signée entre cette banque et le Conseil national de l'ordre, enfin avec l'ordre d'une manière générale, permettant en fait à leurs clients qui sont également clients des experts comptables de bénéficier d'avantages. Alors, ce prêt à impact, déjà, les caractéristiques qui sont rappelées sur cette slide, avec un montant minimum de 300 000 €, qui permet de financer tout type de financement, du BFR, du corporel, de l'incorporel, évidemment qui ne soit pas en désaccord avec quelque chose qui remette en cause l'environnement ou des règles sociales, puisqu'on est sur un prêt dit à impact, donc il y a quand même des considérations ESG, environnement, social ou gouvernance. Et évidemment, l'avantage, c'est que le taux d'intérêt que propose la banque est indexé à la performance extra-financière de l'emprunteur, qui se définit à l'avance et qui va être suivi pendant toute la durée du contrat. Donc, si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'évidemment, l'expert comptable a un rôle à jouer, puisque, comme l'a rappelé Delphine, on parle des outils, mais des missions. Et ce qu'il est demandé aujourd'hui à l'expert comptable, c'est d'accompagner son client sur l'obtention de ce prêt impact et sur la vie du prêt impact. Là, vous retrouvez déjà les indicateurs qui doivent être choisis par le client pour contractualiser avec la banque. Donc, la Banque Populaire a établi une liste de 14 indicateurs et demande de choisir à l'emprunteur entre 1 à 3 indicateurs. Plus il y a des indicateurs, donc 3, plus évidemment le taux d'intérêt sera avantageux. S'il n'y en a qu'un, il sera moins avantageux. Des critères qui sont essentiellement environnementaux et sociaux, aucun critère sur la gouvernance pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas demain, mais aujourd'hui, ils n'ont pas prévu. Et vous voyez ici que vous en avez 2 sur pollution et gestion des déchets, 1 sur l'énergie verte, 3 sur l'utilisation durable des ressources, 3 sur les changements climatiques. Et quand on passe aux critères sociaux, vous en avez 1 sur la santé et la sécurité au travail, 3 sur l'égalité de traitement, et enfin 1 sous la sous-traitance et les fournisseurs. Donc, ces indicateurs sont à peu près alignés sur la CSRD dont on va parler tout à l'heure et notamment sur la norme volontaire qu'on appelle la norme VSME, dont on parlera également tout à l'heure, mais pas totalement. Donc, aujourd'hui, on travaille avec le réseau Banque Populaire pour que ces indicateurs, qui ont été définis il y a 3 ans, donc on n'était pas encore dans la CSRD évidemment, soient le plus alignés possible avec la réglementation européenne qui est applicable de manière volontaire en France. Donc, on définit ces indicateurs et à partir du moment où, à l'année d'anniversaire du prêt, on atteint les objectifs de performance qu'on s'est fixés contractuellement, la banque, en fait, rétrocède une partie des intérêts perçus aux clients emprunteurs. Donc, voilà ce que c'est que le prêt à impact côté Banque Populaire, mais qui est à peu près le même dans toutes les banques. La seule différence avec les banques populaires, c'est qu'il y a l'intervention effectivement de l'expert comptable qui est contractuellement définie lors de l'obtention du prêt, en tout cas de la demande de prêt. Et donc, la mission de l'expert comptable, ou plutôt les missions de l'expert comptable pour accompagner son client sur l'obtention de ce prêt impact, c'est d'aider évidemment à choisir les indicateurs qui lui semblent le plus pertinents au regard de l'activité du client et de la performance extra-financière qu'il veut afficher pour bénéficier éventuellement d'une rétrocession d'intérêt. Vérifier évidemment les sources permettant d'établir la valeur de ces indicateurs. S'assurer des méthodes calculatoires qui sont mises en œuvre.
et vérifier, du coup, définir la progression de la valeur des indicateurs à chaque date anniversaire du prêt. Et sur cette base, et c'est une demande express de la Banque populaire, attester de la cohérence de ces valeurs et de leur progression annuellement. Donc la Banque populaire attend une véritable attestation de l'expert comptable, pas juste un accompagnement. Ils veulent que ça soit formalisé, qu'il y ait une assurance qui soit donnée sur ces indicateurs et sur leur évolution. Et donc, la convention qui a été signée avec Banque Populaire et l'Ordre a demandé, en fait, à ce que l'Ordre puisse donner les outils aux experts comptables pour réaliser cette mission. Et donc, vous avez 2 outils aujourd'hui qui sont disponibles, un troisième qui arrive très, très rapidement. Le premier, c'est un exemple de lettre de mission, parce que c'est quand même particulier, évidemment. Même si c'est simple à expliquer, il y a quand même beaucoup de tâches à réaliser par l'expert comptable, notamment tout ce qu'on vient de voir jusqu'à l'attestation, et c'est une lettre de mission, du coup, qui est pluriannuelle, puisqu'on va faire une première attestation, mais si le contrat dure 3 ou 4 ans, chaque année, il y aura une attestation à fournir à la banque pour pouvoir voir s'il y a une rétrocession d'intérêt, pardon. Et puis évidemment, le gros travail de l'Ordre a été de modéliser l'attestation qui est à fournir à ces dates anniversaires pour que le client puisse bénéficier toujours de cette rétrocession. Troisième outil qui arrive là et qui va être certainement actualisé des informations qu'on vous donnera en fin d'atelier, c'est en fait la façon dont on calcule les indicateurs qui sont demandés par la Banque populaire, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte, après 2 ans et demi d'existence, que certains indicateurs demandés par la Banque populaire sont un peu difficiles à calculer. Et donc, des experts comptables nous ont contactés à l'Ordre en disant, est-ce que vous pouvez nous donner des formules ou des grandes directives de calcul pour qu'on soit sûr d'être aligné par rapport à ce qui est demandé. Donc là, le travail est en cours de finalisation, mais il sera mis à jour, encore une fois, éventuellement d'une mise à jour des indicateurs pour qu'ils collent plus à la norme volontaire. Voilà ce que je peux dire sur ce prêt impact dans la partie finance durable. Donc, dans la partie chat, nous avons une question de Laure sur comment mesure-t-on l'atteinte. On l'a évoqué. Donc, moi, par exemple, sur un de nos dossiers, on est sur une mesure basée sur la réduction des dépenses énergétiques, donc de la consommation énergétique. Et donc, on travaille sur la réduction de la consommation énergétique de notre client. Et donc, on produit une attestation sur cette réduction sur la base des factures qui sont produites par le prestataire de service qui fournit l'énergie. Et c'est pas avec la Banque populaire, c'est avec une banque commerciale. Donc, il y a la possibilité aussi de trouver ce type de contrat chez d'autres partenaires. Et puis, nous avons une question de Pierre-Marie qui nous pose la question sur la possibilité d'ouvrir le prêt à impact à des associations. Et là, je n'ai pas la réponse. Eh bien, moi non plus. Moi non plus. Je ne sais pas. Il faut que je relise la convention que je n'ai pas en tête. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'exclusion de mémoire. Ils disent tout type de clients. Donc, je pense que les associations doivent être… mais Oui. pas de manière affirmée. Ma réponse est à nuancer. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'exclusion. On vous renverra la réponse, mais de toute façon, sur cette convention et le partenariat avec BPCE, régulièrement, on a des ateliers ou des webinaires avec les partenaires de la BPCE qui l'animent. Donc, n'hésitez pas à vous réinscrire quand vous voyez passer ces thématiques, mais on vous répondra de toute façon sur cette notion d'association. Et il n'y a pas de… Enfin, a priori, on ne voit pas pourquoi ce serait exclu. Juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Christophe, et ce qui est important, c'est que bien sûr la mission là, elle est très rythmée parce que la convention a été signée, mais ce qui est important, et Christophe l'a illustré dans sa réponse, c'est que ça vous amène à accompagner votre client dans un plan de transition en fait. Parce qu'au moment où on signe le contrat, on va avoir des indicateurs qui ont une valeur. L'objectif, c'est de réduire cette valeur ou de l'augmenter suivant… Et donc, ça veut dire qu'il faut bien l'accompagner dans cette démarche. Ce n'est pas juste dire, nous, on viendra vous voir dans 1 an et puis on calculera juste votre indicateur pour voir si vous pouvez bénéficier. Votre mission, en tant qu'expert comptable, c'est de lui dire, vous avez tant d'énergie consommée, on va essayer de la réduire. Vous avez une égalité salariale entre les hommes et les femmes qui n'est pas peut-être très respectueuse de ce qu'on attend, on va essayer d'atteindre quelque chose qui soit plus respectueux des textes. Et donc, on est bien sur des plans de transition, parce qu'aujourd'hui, la durabilité, c'est quand même du plan de transition. On est tout à fait d'accord et vous allez voir que tout au long du webinaire, on insistera beaucoup sur cette notion d'accompagnement, de conseil de l'expert comptable et par tous les petits bouts par lesquels on va pouvoir accrocher notre client. C'est de la durabilité. On en fait en fait sans le savoir ou on pourra en faire sans le savoir. Et dernière chose, et après on passe au sujet suivant, mais comme ça je l'aurais dit une fois, Delphine m'a demandé à ce que tous les outils qu'on vous présente, vous ayez un accès direct. Donc, quand vous aurez le diaporama qui vous sera fourni dans les prochains jours,
À chaque fois que vous avez les slides d'outils comme ici, que vous avez une petite flèche, en cliquant dessus, vous arriverez directement sur la ressource sur le site de l'ordre, sans passer par tous les chemins qui sont parfois compliqués de ce qu'on entend. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc on a terminé sur cette partie finance durable. On enchaîne avec les éco-organismes. Les éco-organismes, ça peut paraître éloigné pour certains d'entre vous, mais en fait, c'est un sujet qui est assez proche et qui concerne beaucoup d'experts comptables. Donc, avant de parler d'éco-organismes, il faut déjà peut-être se rappeler la réglementation et comprendre ce qu'on appelle les filières REP, c'est-à-dire les filières avec une responsabilité élargie du producteur sur l'ensemble du cycle de vie de ce qu'ils produisent, en fait, hein. Et qui repose sur un principe établi depuis de nombreuses années en France, du principe du pollueur-payeur. Donc, celui qui pollue, en fait, doit gérer la fin de cycle de vie ou le recyclage de ce qu'il produit. Alors, je vais le faire de manière plus simple pour que tout le monde comprenne, même si certains d'entre vous, certainement, savent de quoi on parle. Mais quand on est consommateur particulier, que vous allez acheter un nouveau sèche-linge, une nouvelle machine à laver, un nouveau frigidaire, pour reprendre cet exemple qui est assez marquant, il y a depuis de nombreuses années, sous le prix, il y a marqué don éco-participation, quelques centimes, quelques euros, ce qui est valable quand vous achetez des meubles, ce qui est valable quand vous achetez beaucoup de choses au final. Et donc, en fait, ce sont ces producteurs d'électroménagers, ces producteurs de meubles, pour ne citer qu'eux, qui sont justement dans des filières dites de responsabilité élargie du producteur et qui vous font participer en fait au recyclage de ce qu'ils ont produit ou à la gestion du cycle de vie de ce qu'ils ont produit. Et cette taxe qu'ils récupèrent, cette éco-taxe de quelques centimes ou de quelques euros à chaque fois que vous achetez, en fait, va être redistribuée à ce qu'on appelle un éco-organisme qui va gérer la filière dans laquelle ils produisent. Cet éco-organisme ayant pour objectif, en fait, de récupérer et d'assurer le recyclage de l'électroménager, des meubles, quand on parle des meubles. Et vous voyez que vous avez ici énormément de filières concernées. Vous connaissez tous aussi le recyclage des médicaments. On est exactement dans le même système, hein. On a le recyclage des pneus, etc. Et sur la slide qui suit, vous avez l'intégralité des filières dites REP qui existent depuis 1993 jusqu'à 2025. Donc 2025, tous ne sont pas encore sortis, hein, mais elles vont arriver. Mais vous voyez, on a les cartouches d'impression que vous maîtrisez, j'imagine, de par votre activité et peut-être chez vos clients, les bouteilles de gaz, les médicaments, évidemment, les pneumatiques. On a commencé par les emballages ménagers en 93. Hein. On a tout ce qui est papier. Enfin voilà, vous avez ici l'intégralité des filières dites à responsabilité élargie du producteur. Et pour chacune d'entre elles, il peut y avoir un ou plusieurs éco-organismes qui doivent assurer le recyclage de ce qu'ils produisent, ou en tout cas qui doivent assurer le cycle de vie de ce qu'ils produisent. Ces éco-organismes, en fait, vont être institués par arrêté ministériel la plupart du temps, qui leur donne un agrément, une habilitation à intervenir sur la filière et donc d'organiser le recyclage ou la gestion des déchets de ces filières REP. Donc, toutes ne prévoient pas expressément l'intervention d'un expert comptable, mais beaucoup d'entre elles prévoient l'intervention d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes suivant les filières. Les plus connus aujourd'hui, et que vous maîtrisez peut-être par rapport aux clients, c'est souvent Adelph et Ecofolio, qui sont plutôt sur tout ce qui est emballage, carton et papier. Mais il y en a évidemment d'autres. Donc, pourquoi on vous en parle? Parce que, vous pourriez déjà avoir des clients qui sont concernés sans qu'eux-mêmes le sachent. Mais je vous rappelle que vous, en tant qu'expert comptable et soumis à une obligation de conseil, vous devez leur rappeler leurs obligations. Est-ce que ça reste bien une obligation que de produire, sachant qu'il y a des filières qui sont récentes. Il y a des éco-organismes qui se sont montés sur les dernières années et qui, pour l'instant, n'ont pas une grande visibilité auprès de leurs acteurs et qui n'arrivent pas à se faire connaître. Donc, il faut évidemment que vous regardiez dans vos clients s'il y en a qui sont concernés. Et une fois qu'ils sont concernés, regardez ce que demande l'éco-organisme. Hein. Et donc, vous les aidez évidemment à établir la déclaration annuelle qu'ils doivent faire à l'éco-organisme. Cette déclaration annuelle étant, en fait, toutes les écotaxes qu'ils ont récupérées sur la vente de l'année N-1, la plupart du temps, qu'ils doivent déclarer à l'éco-organisme et qu'ils doivent verser à l'éco-organisme. Parce qu'au final, ce n'est pas eux qui payent. C'est bien le consommateur final qui donne cette somme au producteur somme que le producteur reverse à l'éco-organisme qu'il a choisi pour gérer le cycle de vie. Votre mission peut être également de contrôler les procédures relatives à la déclaration annuelle, c'est-à-dire comment on remonte l'information, comment on est sûr que ce qui est déclaré est bien déclaré,
Et certaines filières et donc certains éco-organismes vont même jusqu'à demander à ce que les déclarations annuelles soient attestées par un expert comptable. Okay. Et donc, pour vous aider dans tout ça, vous trouverez sur le site de l'Ordre du Conseil national un dossier documentaire qui s'appelle Éco-organisme filière REP, dans lequel vous retrouvez peu ou prou ce que je viens de vous dire, avec des articles un peu plus poussés, évidemment, des informations plus techniques, mais surtout un exemple de lettre de mission pour contractualiser avec votre client qui serait dans une filière REP et donc qui aurait l'obligation de déclarer un éco-organisme, un exemple d'attestation, et un exemple de rapport de procédure convenue dans le cadre, si jamais le client vous demandait plutôt de vérifier ses procédures et pas d'attester en fonction de ce que demande l'éco-organisme. Et pour aller un peu plus loin, et ça existe depuis maintenant une quinzaine d'années au niveau institutionnel ordinal, nous avons développé à la demande de Citeo et d'Adelph, donc qui sont les deux grands éco-organismes de recyclage de papier et d'emballage ménager, hein. Nous avons développé une plateforme en ligne qui permet en fait aux clients producteurs de la filière REP de passer en partie, enfin de déclarer ses écotaxes à reverser à Citeo ou Adelph directement sur la plateforme, qui donne des droits après à son expert comptable ou à son commissaire aux comptes, parce que la plateforme est commune, ordre et compagnie, pour qu'il atteste, et après l'information va directement à Citeo. C'est eux qui l'ont initié en disant nous on gère le recyclage du papier, on ne voudrait pas que les attestations ou les déclarations soient sur papier. Donc, ils ont tout dématérialisé et très tôt. C'est les seuls aujourd'hui. On n'a pas d'autres demandes au niveau ordinal. En revanche, les demandes qu'on a, ce sont tous les éco-organismes nouveaux qui arrivent et qui ont besoin en fait des experts comptables. Donc, ils comptent sur vous pour les aider justement à récupérer tous ces acteurs des filières REP qui n'adhéreraient pas aujourd'hui à un éco-organisme alors que c'est obligatoire. Donc aujourd'hui, on travaille avec Valobat, qui est plutôt sur tout ce qui va être bâtiment et mobilier, qui est un nouvel éco-organisme et qui a besoin en fait des experts comptables, encore une fois, pour que la filière REP soit correctement gérée et que les obligations de ces acteurs soient respectées. Très bien. Et Eric en reparlera, mais je profite pour les citer là. C'est tous les guides des secteurs professionnels qui existent sur le site de l'Ordre, dont on vous a mis le lien, et qui vous permettront de savoir sur vos différents secteurs toutes ces obligations RSE pour vos entreprises. Oui, tu fais référence, Delphine, aux analyses sectorielles. Donc, donc aujourd'hui, on suit 27 secteurs dans les analyses sectorielles. Donc, vous en avez 27 qui sont mises à jour annuellement par l'eau, mais les 27 sont mises à jour annuellement. Et dans ces analyses sectorielles, si vous ne les connaissez pas, vous avez en fait sur chacun des secteurs étudiés l'intégralité des obligations évidemment comptables, évidemment fiscales, évidemment sociales, évidemment juridiques, mais également toutes les obligations environnementales auxquelles le secteur est soumis. Et donc, si vous êtes sur un secteur qui est dans une filière REP qu'on vient de voir, vous aurez évidemment la liste des éco-organismes auxquels cet acteur, votre client du coup, devrait adhérer. Exactement. Yoché, dans le fil chat, nous rappelle également une mission de valorisation des déchets ou d'accompagnement du client dans l'éco-conception qui permettrait de réduire l'éco-contribution des clients. C'est une mission de conseil RSE, qui n'est pas une mission prévue d'un point de vue légal, mais qui fait partie des missions d'accompagnement que l'on peut mettre en œuvre chez nos clients. Tout à fait d'accord. Oui, merci à Yoché, spécialiste de cette valorisation des déchets. Est-ce qu'on a une autre question, Christophe? On a une autre question sur un client qui refuse de s'inscrire dans le cadre de l'écotaxe et de reverser cette écotaxe. La question, c'est quel en serait l'impact sur l'attestation de l'expert comptable? Une question de Philippe. Alors, l'attestation que vous fournissez, vous la fournissez pour que le client la transmette lui-même à l'éco-organisme. Donc, de toute façon, s'il refuse de payer l'éco-organisme, par définition, il n'y aura pas d'attestation à produire. En revanche, vous, par rapport à votre obligation de conseil, vous avez intérêt à laisser une trace écrite comme quoi il ne respecte pas ses obligations, parce que si jamais l'éco-organisme venait à se retourner contre ce client parce qu'il a adhéré, par effet récursoire, il pourrait se retourner contre vous pour défaut de conseil. Très bien. Très bien. C'est bon pour la partie éco-organisme. Impeccable. Impeccable. Alors, on passe à la partie aide. Donc,
à nouveau Eric. Allez, je continue. Vous inquiétez pas, c'est réparti les temps de parole. Alors, sur les aides, juste vous rappeler en fait que quand on parle d'aide en matière de durabilité, RSE, etc., il y a énormément d'aides. Beaucoup parlent d'un maquis des aides en la matière. Et vous avez beaucoup d'organismes en plus qui interviennent, que ce soit l'ADEME, que ce soit BPI, que ce soit des aides au niveau fiscal, évidemment des aides géographiquement différentes parce que la région peut en donner, les départements, parfois les communes. Vous avez également toutes les chambres consulaires qui peuvent aider. Donc il y en a vraiment dans tous les sens. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver et donc de conseiller au mieux vos clients sur les aides dont ils pourraient bénéficier en fonction de ce qu'ils ont envisagé en termes de transition écologique, je sais pas, de changement de flotte de véhicules plus respectueuse de l'environnement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, juste des exemples, hein, et on y revient à chaque fois, hein, sur les webinaires ou ateliers qu'on peut avoir aux universités d'été ou lors des journées durabilité annuelles. Donc cet atelier revient régulièrement parce qu'il est très très important et on a les partenaires donc de la région, de la BPI, de la BPCE, aussi d'Infogreffe, mais on va voir après pourquoi on vous parle de ça. Et vous avez ici quelques exemples, hein, mais c'est vraiment voilà, pour illustrer. Donc, vous avez des aides à la structuration, au développement, à la transition écologique de la région, des prêts, bien évidemment. Et puis, tout ce que BPI France aussi peut proposer, c'est des aides à travers des diags que vous souhaitez faire. Et par exemple, le diag Décarbone Action, qui est financé en partie à 40% par BPI France et voilà, qui vous revient à 6 000 € au lieu de 10 000 € le coût du bilan carbone. Pensez aussi à aller régulièrement sur le site de la région où toutes les aides sont listées. La problématique des aides de la région, c'est que c'est un budget qui est alloué. Et donc, quand le budget est consommé, il n'y a plus de possibilité d'obtenir d'aide. Donc, il faut régulièrement aller sur le site de la région pour suivre les différentes aides qui sont promues par la région Île-de-France. Alors, quand on parle des aides, justement, et pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire, évidemment, votre rôle en tant qu'expert comptable, c'est d'identifier les aides. Donc, comme disait Christophe, aller sur les sites qui les recensent et voir si les enveloppes restantes sont encore disponibles ou si l'intégralité de l'enveloppe a été consommée. Vérifier les conditions d'éligibilité parce que souvent les aides, il y a des conditions à respecter pour pouvoir y prétendre. Donc vos clients peuvent ne pas les respecter ou au contraire y répondre totalement. Les aider à constituer le dossier pour récupérer ces aides, suivre le versement et vérifier de la bonne utilisation parce que la plupart du temps, il est demandé quand même que quand les aides sont versées, on puisse justifier qu'elles aient été utilisées dans leur pour ce pourquoi elles étaient prévues. Donc là, vous retrouvez un peu le schéma de l'obligation de conseil parce qu'on est vraiment dans ce schéma-là aussi. Donc, votre rôle, c'est bien d'aider votre client dans l'intégralité de son périmètre et de votre mission et donc de l'aider sur ce sujet-là. Par rapport aux outils du CNO, et Delphine a commencé à en parler juste avant, on a signé un partenariat avec MAPI Infogreffe. MAPI voulant dire mes aides publiques par Infogreffe. Donc, il y a un site qui recense aujourd'hui l'intégralité des aides disponibles sur le territoire national, qu'elles aient des origines géographiques différentes, régionales, communales, départementales, et sur toutes les institutions qui donnent des aides, que ce soit un conseil régional administrativement parlant, que ce soit la BPI, que ce soit, etc., etc. Et donc, ce partenariat, en fait, a deux vertus. C'est que vous avez déjà, vous, en tant qu'expert comptable, et vous le voyez sur l'impression écran qu'on vous a fait, un accès direct avec Compte Expert pour être sûr que cet accès soit réservé aux experts comptables et aux seuls experts comptables et que, justement, Infogreffe vérifie par là qu'il n'y a pas qu'il n'ouvre pas les droits à quelqu'un qui exercerait de manière illégale la profession. Donc, vous avez une connexion qui vous est dédiée et qui communique directement avec le tableau de l'ordre pour voir effectivement si vous êtes bien inscrit pour vous ouvrir les droits. Et puis également, cette convention fait que, ce partenariat plutôt que cette convention, fait que MAPI alimente ces fameuses analyses sectorielles dont on parlait juste avant, puisqu'ils mettent dans les analyses sectorielles des 27 secteurs toutes les aides sectorialisées
dont peuvent bénéficier du coup les acteurs du secteur qui font l'objet de l'analyse sectorielle. Voilà. Dans le chat, nous avons des questions d'Anaïs et de Christelle concernant les budgets qui sont aujourd'hui a priori bloqués pour le DIAG décarbonation. Donc c'est probablement un point à suivre dans les débats budgétaires qui sont en cours. Donc effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la région Île-de-France. C'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui à toutes les aides où effectivement on a des budgets qui sont en cours de négociation. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Effectivement, et déjà la part de la BPI avait diminué. Et voilà, donc c'est assez mouvant en ce moment et il faut bien suivre ça sur les différents sites. Alors, on passe, s'il n'y a plus de questions sur cette partie-là, on passe sur les obligations RSE. Donc là, on va regarder rapidement avec Christophe de quoi il s'agit. Christophe. Donc les obligations en pratique au niveau de la RSE portent sur des thématiques diverses, hein, celles que l'on connaît, qui est le rapport de durabilité et la CSRD, qui fait beaucoup de parler d'elle en ce moment, notamment avec la directive Omnibus et les conclusions qui devraient arriver le 26 février. Mais à côté de ce rapport de durabilité, on a de nouvelles thématiques qui rentrent en ligne de compte, le fameux devoir de vigilance, et qui rentre aussi dans nos obligations de conseil pour nos clients. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, avec aussi le bilan carbone, qui font partie des obligations pour nos clients, sur lesquelles nous devons nous pencher. Beaucoup d'entre nous ont commencé à faire cette formation bilan carbone. Maintenant, il faut la mettre en œuvre pour pouvoir valoriser ce nouveau type de mission de la part des experts comptables. Tout le travail également sur les obligations d'emploi des travailleurs handicapés, ça fait partie des missions sur lesquelles on doit faire un accompagnement de nos clients. La publication de l'index égalité professionnelle entre femmes et hommes, c'est aussi quelque chose que l'on peut proposer à nos clients, tout comme l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est quelque chose qui existe déjà longtemps et depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'on propose également dans nos missions avec nos pôles sociaux. La déclaration d'emploi de travailleurs en situation de handicap, le fameux audit énergétique dont on vous a parlé tout à l'heure, notamment dans le cadre du prêt à impact. On peut avoir cette possibilité d'accompagner nos clients sur cette trajectoire qu'a évoqué Eric tout à l'heure. Les déclarations sur la transition énergétique des bâtiments et puis les plans de mobilité qui peuvent être aussi des thématiques sur lesquelles on peut accompagner nos clients dans le cadre de leurs obligations. Oui, et on voit ici, hein, on parlait beaucoup d'environnement, mais on a bien dans nos obligations de durabilité RSE le social. Donc ça, c'est quelque chose qui nous parle plus. On a ici quelques thématiques et je reviens toujours sur ces analyses sectorielles où vous avez aussi toutes les obligations de sécurité, de normes, de conformité qui peuvent être liées au travail. Qui sont à respecter et qui doivent être bien suivis à travers notre devoir de conseil. On a une question de Christelle sur l'audit énergétique. Effectivement, l'audit énergétique, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place avec un partenariat avec un spécialiste qui va nous accompagner dans la trajectoire pour nos clients. Christelle évoque Engie. Engie, c'est possible, mais il y a également d'autres opérateurs qui vont pouvoir vous accompagner sur cet audit énergétique, des plus petites structures. Donc là, l'idée, c'est de créer un partenariat avec ces spécialistes de l'audit énergétique pour pouvoir accompagner nos clients dans cette trajectoire qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Merci Christophe. Alors, au niveau des missions, pour l'expert comptable, c'est vérifier toute l'éligibilité aux obligations et puis évidemment l'accompagner dans ce respect de l'obligation. Et on voit ici la notion d'obligation de conseil dont on vous parle depuis tout à l'heure. On a une question de Gilles Christ concernant les analyses sectorielles. Les analyses sectorielles, elles sont disponibles sur le site. Et donc, on vous mettra un lien également dans le support lorsqu'il vous sera transmis. Et en téléchargement gratuit. Hein. Oui, téléchargement gratuit. Chaque guide fait quoi, une 50-80 pages. Ouais, 50-80 pages à peu près. Et c'est à travers la bibliothèque. Biord.
Bibliordre, une nouvelle version. Et donc là, on parle des 27 analyses sectorielles, mais sachez que vous avez également, alors on est un peu en dehors du sujet, mais comme ça vous donne, vous avez également 27 fiches concernant des professions libérales qui sont le pendant des analyses sectorielles et qui rappellent les obligations parce que vous avez peut-être rentré un infirmier libéral dans votre portefeuille et vous ne connaissez pas cette activité, ces obligations. Et bien, en lisant ces 50 pages, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur ou sur la profession que vous allez accompagner. Et donc avec à chaque fois quelques pages sur l'environnement, le social, donc les notions d'RSE qui nous concernent aujourd'hui. Exactement. Alors, pour justement ces obligations, les outils qu'on met à votre disposition, c'est surtout l'outil central qui nous intéresse là, même si les deux autres mais les deux autres sont des ouvrages. Au milieu, c'est un outil. Donc, commençons par les ouvrages. Peut-être vous rappeler qu'il y a un guide qui existe depuis de nombreuses années à l'ordre et qui est remis à jour régulièrement, pareil en téléchargement gratuit et qui liste l'intégralité des obligations RSE auxquelles une entreprise peut être soumise. Voilà, donc c'est un ouvrage voilà, qui liste, qui fait un inventaire le plus exhaustif possible de ses obligations. On parle d'obligation de conseil tout à l'heure, donc on vous a remis le fait qu'il existe aussi un ouvrage sur l'obligation de conseil en 10 questions pour savoir de quoi on parle, comment on la gère, comment on la maîtrise et comment on circonscrit au mieux sa responsabilité. Mais par rapport aux obligations RSE, peut-être vous parler plus particulièrement de la boussole RSE, qui est cette fois-ci un outil et qui va un outil en ligne, totalement dématérialisé et en ligne, et qui va vous permettre sur la base de 5 questions concernant vos clients, donc notamment son chiffre d'affaires, son effectif, le total de son bilan, son résultat et la zone géographique dans laquelle il intervient, de vous lister l'intégralité des obligations RSE que vous a présenté Christophe, auxquelles il a l'obligation de répondre. Et auquel cas, vous rappelez, si par exemple, on reprend l'audit énergétique, si votre client au final est soumis à l'audit énergétique, vous aurez une fiche qui fait jamais plus de 2 pages, qui vous explique c'est quoi l'audit énergétique, comment ça se fait, est-ce qu'on doit se faire accompagner, etc. etc. Donc c'est évidemment très didactique, très pédagogique. C'est vraiment pour vous aider encore une fois, parce que toutes ces obligations, elles ne sont pas toujours maîtrisées par la profession, parce qu'il y a le social évidemment, mais tout ce qui sort du social, on est peut-être moins à l'aise. Et donc cet outil vous permet d'être sûr que vos clients, l'intégralité de vos clients, vous ne passez pas à côté d'obligations qu'ils doivent respecter. Patrick nous pose une question sur cela représente environ combien d'entreprises qui sont liées à ces obligations de durabilité en France. Je pense que Patrick, vous avez compris que c'est par secteur d'activité et qu'on a une granulométrie en fonction d'une échelle basée sur plutôt les grosses entreprises. Mais certaines petites entreprises peuvent être également concernées. Donc, je botte en touche, je n'ai pas de réponse globale à vous fournir, mais c'est une approche qui est une approche sectorielle. Donc, je ne sais pas si Eric, tu as… Pas beaucoup plus précise dans les chiffres en tout cas, mais si je reviens juste sur les obligations, c'est vrai que si on prend rien que les 3 premières, on est plutôt sur des grandes entreprises. Alors que le bilan carbone a un côté volontaire, mais le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même des grandes entreprises. Mais là où peut-être, et ça rejoint sur ce que disait Delphine, tout ce qui va être lié au social, en fait, très vite, vos clients peuvent être concernés parce qu'on est sur des effectifs qui sont totalement cohérents avec le portefeuille classique d'un cabinet. Après, là-dedans, il y a des obligations qui concernent des très grosses entreprises. Donc, vous serez peut-être en dehors, mais ça, l'objectif, c'est de présenter l'intégralité des obligations, quelle que soit la taille, puisque dans la boussole, justement, on vous demande l'effectif de vos clients et ça va filtrer par définition pour arriver exactement à l'obligation ou aux obligations que doit respecter ce client. Oui, le document unique, ça concerne tout le monde. Donc là, on y est soumis dès qu'on a un salarié. Alors Didier nous demande si c'est une liste exhaustive. C'est une liste qui est la plus exhaustive possible, mais il y a toujours des spécificités sectorielles qui conviendra d'aller étudier, notamment dans les fiches sectorielles qui vous sont proposées. Et peut-être pour juste que vous soyez fiers de ce qui est fait dans vos instances, sachez que le portail RSE de l'administration, et notamment de la DGE, propose le même outil, mais qu'ils l'ont sorti après nous, et que nous donnons plus d'obligations, nous couvrons un plus large spectre d'obligations que la DGE. Donc voilà, je ne dis pas que c'est exhaustif, parce qu'on ne peut pas le savoir, mais on est plus exhaustif que certains. Merci Eric. Alors, avant d'aborder le fameux rapport de durabilité, il nous reste à regarder le thème du bilan de gaz à effet de serre, donc bilan carbone. Donc, Christophe, si tu peux nous en dire 2 mots.
Alors effectivement, le bilan de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui vise à mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, lorsqu'on raisonne sur les émissions de gaz à effet de serre, on utilise une unité de référence qu'on appelle la tonne équivalent CO2. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et l'objectif, c'est pour nos clients d'essayer de mesurer le niveau de dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. On a plusieurs méthodes qui sont proposées, hein, des méthodes qui fonctionnent toujours avec des indicateurs opérationnels, ensuite qui vont être combinés avec des facteurs d'émission qui nous permettent ensuite de produire, en fonction de différents scopes, l'émission de CO2 de notre client. C'est une méthodologie qui est structurée autour de la méthode bilan carbone notamment. L'idée, ce n'est pas uniquement de mesurer le CO2. Hein. On raisonne avec des tables de passage entre différents autres gaz qui sont des gaz à effet de serre. Je pense au méthane ou au protoxyde d'azote, par exemple, qui sont à prendre en compte dans le bilan de gaz à effet de serre. Alors, qui est concerné? C'est toute personne morale privée de plus de 500 salariés. Donc là aussi, on est plutôt sur des grosses entreprises lorsqu'on est en métropole. Et puis, lorsqu'on va en outre-mer, on descend à 250 salariés. Ça concerne également les personnes morales publiques de plus de 250 salariés. Et c'est quelque chose qui s'opère tous les 4 ans, ce que j'ai oublié de souligner. Pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, tous les 3 ans. Donc, on voit que le spectre il est assez large des bilans de gaz à effet de serre. Ce n'est pas uniquement les entreprises. On peut aller chercher également les collectivités. Et puis de manière plus large, toutes les entreprises qui souhaitent faire ce bilan des émissions de gaz à effet de serre de manière volontaire, où là aussi on peut apporter une valeur ajoutée à nos clients, une valeur ajoutée qui doit nous permettre aussi de mettre en œuvre la fameuse trajectoire qu'on évoque, puisqu'un bilan de gaz à effet de serre, si on n'accompagne pas notre client sur un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça ne sert pas à grand-chose, puisque la philosophie générale du bilan de gaz à effet de serre, c'est de faire réduire les émissions de nos clients. Donc, on a effectivement des formations qui sont proposées. Donc, la formation bilan carbone, c'est une formation qui vous permet d'avoir une première phase d'initiation, puis ensuite une phase plus d'expertise pour vous approprier l'outil qui est proposé par l'association Bilan Carbone. Donc, c'est une formation qui est très enrichissante. Les missions bilan carbone et bilan de gaz à effet de serre sont des missions qui sont relativement longue. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir positionner sur quelques jours. C'est quelque chose qui va s'échelonner sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, notamment pour collecter la donnée auprès des clients et bien vous assurer, lorsque vous lancez un bilan de gaz à effet de serre et un bilan carbone, bien vous assurer du soutien de la direction générale, parce que parfois, c'est un peu compliqué s'il n'y a pas de soutien au niveau de la présidence de l'entité pour laquelle vous êtes amené à faire votre bilan de gaz à effet de serre. Et pour compléter, la meilleure façon de se former aussi, outre bien évidemment de suivre la formation déjà initiale de bilan carbone, c'est de le faire pour son cabinet en fait. Et on apprend beaucoup. En fait, les deux formations dont parlait Christophe, en fait, si vous avez deux modules, un module qu'on dit d'initiation et qui vous autorise et qui vous permet, en tout cas pas autorise, qui vous permet de faire votre propre bilan carbone. Si maintenant vous voulez en faire des missions, vous êtes obligé de faire le deuxième module qui s'appelle le module de maîtrise, parce que du coup, vous allez vendre des missions sur cette base. Mais en tout cas, vous pouvez rentrer dedans, et je te rejoins totalement Delphine, en faisant cette première phase d'initiation et faire votre propre bilan carbone pour déjà vous habituer, parce que évidemment, et vous allez le voir, pour rebondir sur ce que dit Christophe, c'est vrai qu'il faut l'adhésion de l'intégralité de la structure, parce qu'il y a beaucoup d'informations à récupérer et il ne faudrait pas que vous soyez bloqué dans cette information. Peut-être juste une précision terminologique, parce qu'on a mis bilan GES et bilan carbone. On parle bien de la même chose, mais c'est juste que le public va être différent. On parle du bilan GES quand on est sur de l'obligatoire, donc c'est les 3 premières puces de qui est concerné. On parle de bilan carbone quand on est sur la base du volontariat. Mais la méthode est la même, puisque la méthode, en fait, elle est établie et reconnue directement par l'administration. C'était l'ADEME qui, jusqu'à une époque récente, tenait la méthode, qui l'a en fait déléguée totalement à l'association Bilan Carbone, que vous retrouvez en bas de slide, qui est aujourd'hui détentrice, propriétaire de la méthode. Et c'est pour ça que vous avez un petit R à côté de Bilan Carbone. Ouais, si vous n'avez pas le petit R à côté de Bilan Carbone, c'est que c'est certainement pas un qui respecte la méthode. Oui, tout à fait. Et juste aussi pour précision, il y a marqué toute entité sur la base du volontariat, mais aussi ça peut être tout événement.
parce qu'on peut avoir un bilan carbone, notamment du Congrès de l'Ordre, par exemple, voilà, qui a déjà été fait et qui permet, pour un événement donné, d'avoir les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez certaines chaînes de restaurants qui, notamment à côté du Nutri-Score, proposent maintenant l'équivalent en termes d'émissions de CO2 des plats qui sont pris dans le restaurant. Donc, on a des choses qui sont assez intéressantes qui se mettent en place. Alors, j'ai Guillaume qui me pose la question, existe-t-il des outils pour calculer nos émissions de gaz à effet de serre sur la base de données monétaires, idéalement à partir du FEC? Si oui, seront-ils acceptés dans le cadre d'une vérification? Effectivement, le problème des données monétaires, c'est qu'on a un facteur d'incertitude. On sait gérer l'incertitude. C'est quelque chose qui n'est pas très confortable pour nous en tant qu'experts comptables, puisqu'on n'aime pas trop quand il y a de l'incertitude. Mais voilà, quand on travaille sur uniquement de la base de données monétaire et pas de la base de données opérationnelle, on est avec un degré d'incertitude qui est relativement fort et donc qui peut parfois poser problème dans la qualité du bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou du bilan carbone que l'on propose. Donc certes, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est à limiter au maximum. Et il y a Pierre-Marie qui nous pose une question sur le calcul effectif au niveau du groupe. Aujourd'hui, on est sur un calcul au niveau de la personne morale. On n'est pas encore au niveau du groupe en tant que tel. Et pour revenir sur la notion de données monétaires, ça peut faire partie justement de l'apport de l'expert comptable, d'essayer d'améliorer ce qui avait été calculé de manière monétaire chez son client, que ce soit une donnée plus fiable au fil des années pour améliorer sa mesure de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous avez deux courants qui existent, hein, qui sont sur le mode, pour l'instant, exploratoire. Vraiment, ils sont dans la recherche. Mais vous avez les shifters qui travaillent sur justement la monétisation, enfin plutôt la transformation de flux financiers en flux carbone. Et vous avez également carbone sur facture. Ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Mais l'objectif, effectivement, et pour répondre à cette question, c'est de se dire, une fois qu'on a une facture, qu'on a acheté qu'on a acheté quelque chose, combien ça vaut en CO2 ? Et on y arrivera certainement, et la facture électronique va certainement nous y amener. Au bout d'un moment, il faudra bien qu'on y arrive. La vraie question, c'est est-ce que la méthode faut que la méthode qui soit retenue à un moment soit reconnue par tous. Parce que sinon, on va avoir des écarts d'appréciation et d'évaluation qui vont être. Alors, je sais que la méthode ABC aussi, ils travaillent parce qu'ils sont vraiment dans leur sujet. Hein. Donc, voilà. Et certainement, dans le groupe de travail dont tu parlais, Christophe, tout à l'heure, qui va se monter à l'ANC sur la compta multicapitaux, je pense qu'à un moment, vous allez aborder ça. Parce que la compta multicapitaux, il va bien falloir comptabiliser du CO2 à un moment. Bien sûr, on est dans une logique, on va chercher à monétiser tous les sujets qui sont liés à l'environnement et liés au social. C'est un de nos objectifs. On a une question d'Ahmed sur la formation bilan carbone. Quand est-ce qu'on peut faire cette formation ? Effectivement, en fonction de vos organismes de formation, nous, chez Supexpertise, au niveau de la région Île-de-France, on va vous proposer des formations. Sinon, vous pouvez faire comme d'autres confrères, allez vous former à l'Institut français du carbone qui propose régulièrement des formations. Et donc là, le public, ce ne sera pas que des experts comptables, mais c'est aussi très enrichissant. C'est par cette filière-là, moi, que je suis passé pour me former au bilan carbone. Alors, Christelle nous pose une question sur le dispositif de contrôle du bilan carbone. Christelle met en avant le fait qu'elle a connu des bilans carbone erronés, réalisés par des conseils qui n'ont pas su interpréter les flux financiers, avec notamment des doublons de comptabilisation. Moi, je n'ai pas de réponse particulière sur qui contrôle le bilan carbone à aujourd'hui. Merci Christelle pour la transition. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux trouver. Je vais vous répondre parce qu'effectivement, quand on parle des missions d'expert comptable, il y a deux volets dans cette mission. Il y a le volet de réaliser le bilan carbone, donc établir le bilan carbone, identifier les actions, et faire le plan de transition comme on en parlait tout à l'heure, établir le plan d'action et suivre le plan d'action. Donc ça, c'est c'est historique dans ce qui a été proposé par la profession. De manière plus récente, et quand je dis plus récente, c'est quelques mois, effectivement, il est possible maintenant d'évaluer un bilan carbone. Alors, et encore une fois, merci pour la transition. La ABC, donc l'association Bas Carbone, est venue taper à la porte de l'ordre il y a moins d'un an en disant qu'ils avaient un problème et qu'ils aimeraient qu'on l'aide à les résoudre. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est qu'ils se sont rendus compte que la qualité des bilans carbone n'était pas toujours au rendez-vous. Bilan carbone ou BGS, l'un ou l'autre d'ailleurs. Et que justement, ça leur portait préjudice parce que ça ne leur permettait pas en fait d'aller aussi loin dans les actions qu'ils voulaient. Et donc, quand ils nous disent ça, ils nous disent en fait, on voudrait, et on a pensé aux experts comptables, on voudrait que les experts comptables attestent des bilans carbone.
Et pour ça, ils nous ont proposé de montrer un groupe de travail qui a été coprésidé par ABC, donc détenteur de la méthode bilan carbone et l'ordre des experts comptables, dans lequel on a associé beaucoup de personnes institutionnelles, administratives, privées, pour sortir au final un guide qui permet aux experts comptables, et donc à vous, Christelle, si vous êtes concerné, de pouvoir vérifier la véracité du bilan carbone et de vérifier en fait qu'il a été fait dans les règles de l'art pour dire qu'il est a priori bon. A priori bon, évidemment. Enfin, vous êtes expert comptable, vous savez qu'on ne va pas dire que de toute façon tout est nickel et qu'on n'a rien à dire. On va utiliser une formulation qui est certainement négative. Enfin, en tout cas, on s'est assuré que c'est ce qu'il y aurait. C'est-à-dire qu'on dit vous n'avez pas trouvé d'incohérence ou d'invraisemblance dans le bilan carbone qui vous est présenté. Mais on ne dit pas qu'il est totalement juste. Et donc, cet outil, alors je passe à la slide d'après et je reviendrai sur la slide d'avant. Donc, cet outil d'évaluation du bilan carbone, vous avez aujourd'hui un guide d'évaluation, comme je vous le disais. Vous voyez ici tous les logos des participants. Donc, vous avez AFNOR Énergie, qui a apporté toute sa brique justement normalisateur. Vous avez l'institution de formation carbone dont parlait Christophe, qui est celui qui fait la formation ou qui habilite les organismes à pouvoir en faire, donc qui habilite certainement Supexpertise qui en fait. Vous avez l'ADEME qui était là, vous avez le ministère de l'écologie, vous aviez la direction du Trésor, vous aviez également l'APCC qui est l'association des professionnels qui sont des consultants carbone. Et après, des acteurs, évidemment, comme je vous le disais, privés. Et donc, on a fait, en 6 mois, on s'est réunis plusieurs fois pour avoir justement tous ceux qui sont partie prenante de l'établissement, de la vérification ou de l'utilisation des bilans carbone pour dire qu'est-ce qu'il faudrait que soit vérifié pour qu'on dise qu'il n'y a plus de problème. Donc, on a établi ce référentiel et ce n'est pas qu'un référentiel. C'est un référentiel associé aussi avec des feuilles de travail que vous retrouvez directement quand vous aurez le support en cliquant sur le lien qui est associé à cette slide. Donc, guide et en annexe des feuilles de travail qui vous donnent en fait toute la checklist de ce qui doit être vérifié. Et suivant les réponses que vous allez émettre, c'est souvent du oui-non, hein, c'est de la vérification dans le vrai sens du terme, mais qui va vous permettre de dire à la fin, bilan carbone validé ou non validé. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement attendu en fait des utilisateurs du bilan carbone, notamment pour ceux qui vont s'en prévaloir pour répondre à un appel d'offres, parce que ça arrive. Pour ceux qui vont s'en prévaloir parce que, on ne l'a pas dit, mais c'est important, autant le bilan carbone reste confidentiel, autant le bilan d'émissions de gaz à effet de serre est déposé publiquement sur la plateforme gouvernementale de l'ADEME. Et en fait, l'ADEME attend beaucoup de ces attestations en disant ça a été quand même vérifié. Hein. Donc voilà, donc on vous invite évidemment à le télécharger, à le consulter et à l'utiliser. On n'a pas fini l'intégralité des outils qu'on voulait y associer. On va sortir un exemple de lettre de mission. On va modéliser l'attestation pour que ça soit le plus clair possible. Et vous verrez que dans ce guide de l'évaluation, pour aller un petit peu déjà dans ce qu'on va dire juste après, on a essayé aussi de se coller à l'ESRS E1, donc la norme environnementale première au niveau européen, pour se dire que quand on a un bilan carbone qui est plutôt bon, normalement, la ESRS E1 est à peu près respectée. Je ne dis pas totalement, hein, à peu près. On a déjà un pas dedans. OK ? Et donc, je reviens sur la diapositive juste d'avant, puisque sur la partie cette fois, réalisation du bilan carbone, cette fois-ci, dans les outils qu'on vous propose, on vous propose un kit mission dont vous connaissez certainement l'existence de cette collection, en tout cas, puisque la collection a aujourd'hui une 20aine de titres. Et dans ce kit mission, comme dans tous les kits missions, vous allez retrouver évidemment une note technique qui présente le sujet de ce que c'est un bilan carbone, des obligations, de comment ça se fait, etc. Une fiche marketing qui vous permet d'avoir les argumentaires pour vendre cette mission auprès de votre client. Une fiche mission qui vous permet de vous organiser et de voir avec vos collaborateurs comment on fait la mission. Alors, pas sur le plan technique, évidemment, puisque c'est la formation qui va vous aider, mais sur le plan organisationnel. Un exemple de lettre de mission, évidemment. L'outil ABC. L'outil est important, on ne l'a pas dit, mais quand on fait un bilan carbone, vu que c'est une mission, enfin, le bilan est protégé avec ce R, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel outil. Il faut que l'outil que vous utilisiez soit l'outil qui est développé par la méthode ABC, soit un outil qui est référencé sur le site de l'ABC comme étant un outil qui est conforme à la méthode qu'ils ont développée. Et c'est vrai que ça peut être trompeur parce que j'imagine que vous allez dans les manifestations professionnelles type congrès, qu'ils soient régionales ou nationales. Vous pouvez avoir certains partenaires des fois qui disent qu'ils font le bilan carbone, mais si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à creuser
et d'aller vérifier si leur outil est bien conforme à la méthode. Et s'il n'y a pas le petit R à côté de bilan carbone, ça devrait déjà vous alerter. C'est qu'il y a peut-être un problème. Un exemple de compte rendu de mission, enfin voilà, vous avez un kit mission complet qui vous permet d'aller du début à la fin de la mission, de l'après-vente à la contractualisation, à la réalisation et à la finalisation. Et donc, la nouveauté est encore une fois sur cette attestation qui est aujourd'hui reconnue et la méthode ABC, enfin l'association bas carbone, communique énormément sur ce guide d'évaluation en disant que justement, on va arriver à un niveau supérieur de ce qui est fait depuis des années où les bilans carbone vont être désormais attestés. Bravo au Conseil national. Merci. On a une question de Matunda sur les contraintes et les sanctions éventuelles. Je vous invite à vous orienter vers les fiches sectorielles qui vous sont proposées, qui présentent également les sanctions en cas de non-respect des obligations RSE. Donc, s'appuyer sur ces fiches sectorielles. Pardon. Et on a Pascal, effectivement, qui nous fait un petit peu de politique, et qui évoque le gaz de schiste américain et les produits agricoles du Mercosur. Et quel est le bilan de ces deux décisions? Effectivement, vous allez devoir, en tant qu'expert comptable, quand vous allez travailler sur le bilan carbone de vos clients, travailler sur la chaîne amont et la chaîne aval. Et quand on travaille sur la chaîne amont, effectivement, il y aura un sujet sur le sourcing de ces différents produits. Très bien. Plus de questions sur le bilan carbone? On va pouvoir attaquer donc la partie rapport de durabilité. Donc là, bien évidemment, on va revenir sur ces notions de CSRD, sur les différents calendriers et les obligations. Christophe, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapides? Le rapport de durabilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant depuis un certain nombre d'années, malgré le questionnement qu'on a et la réflexion qu'on a sur les différents niveaux d'exigence qui vous est proposé. Donc, il y a un corpus de normes agnostiques qui a été produit avec ces 12 ESRS, dont des ESRS thématiques, puis ensuite un travail qui est en train d'être mis en œuvre sur des ESRS sectoriels. Donc les ESRS, ce sont les normes qui vont permettre de répondre à la directive sur le rapport de durabilité. Donc en ce moment, il y a eu une levée de bouclier, notamment du côté de l'Allemagne, qui revendique la volonté de repousser cette CSRD et de réduire de manière drastique les obligations des entreprises. Au niveau national, on n'a pas de position officielle, mais effectivement, on a un objectif et une prise de position de la part de Robert Hoffel, qui est notre président au niveau de l'autorité des normes comptables. Donc, il ne s'exprime pas au nom de l'autorité, mais il s'exprime à titre personnel. Mais je suis assez en accord avec ces prises de position. Donc, voilà, l'idée, c'est de réduire un cadre qui paraissait effectivement excessivement complexe pour permettre à des acteurs de plus petite taille de pouvoir s'approprier ces sujets-là. Une mise en cohérence des différentes directives qui sont proposées, donc les directives comme la CSRD, la directive CS3D sur des obligations qui pèsent sur les entreprises en matière notamment de gouvernance. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de mettre une proportionnalité un peu plus forte pour que les entreprises de taille intermédiaire et les plus petites entreprises puissent aussi s'approprier le sujet sans que ça leur paraisse excessivement complexe. Donc, il y a un travail qui est en cours. Passer d'un nombre d'indicateurs qui est proposé par la norme en moyenne de 800 indicateurs à un nombre plus réduit de 300 maximum pour permettre à des PME de pouvoir s'approprier ces sujets-là. Et puis ensuite, une proposition qui est une proposition relativement rationnelle, qui est de dire, écoutez, on va voir ce qui se passe cette année et puis on va ajuster le tir. Et donc, l'idée, c'est de faire une révision des standards après la première mise en œuvre par les grands groupes qui est faite sur l'année 2025 pour voir comment on peut améliorer ce dispositif pour avoir des standards qui sont un peu plus acceptables et un peu plus cohérents par rapport à l'obligation de développement des entreprises. Donc, la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en ayant cette obligation de compétitivité au niveau international. On ne va pas abandonner le projet de CSRD. Beaucoup d'entreprises s'y sont déjà attelées, et même de manière volontaire.
nous, on accompagne déjà des clients sur cette démarche-là. Effectivement, l'idée, c'est de simplifier un peu plus pour permettre au plus grand nombre de s'approprier ces sujets-là. Et donc, l'idée, c'est de valoriser la norme volontaire VSME qui nous permet effectivement d'avoir un spectre plus large d'entreprises qui s'impliquent sur ces thématiques. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie rapport de durabilité en pratique. Après, de manière concrète sur les exigences qu'on a aujourd'hui, sont des exigences qui portent pour les entreprises de plus de 250 salariés, pour les PME cotées et puis ensuite pour les entreprises volontaires. Donc, on a 3 scopes de normes qui nous sont proposées. Aujourd'hui, voilà, celle qu'on va chercher à promouvoir au niveau national, c'est la liste d'SME et la vie SME pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus léger que ce qu'on a aujourd'hui au niveau des grosses structures. Il y a des débats qui sont très forts au niveau de l'EFRAG, au niveau de l'ANC. On a eu aussi des échanges assez intéressants entre les représentants patronaux, les représentants des investisseurs, les représentants des banques, les représentants du secteur de l'assurance, les représentants des syndicats, les ONG. Donc, je vous laisse imaginer les débats qu'on a eus au niveau de l'ANC. Au niveau de l'EFRAG, je pense que les débats sont similaires, avec une conflictualité qui se développe au niveau de la relation entre la Commission et l'EFRAG. Donc, il y a des choses qui vont bouger. On en saura plus le 26 février, suite aux différents échanges sur cette fameuse directive Omnibus qui va nous permettre d'affiner les décisions politiques qui seront prises sur le rapport de durabilité. Oui, alors vous avez ici bien les acronymes à avoir en tête, hein, LSME, VSME, donc la norme pour les PME cotées, et puis la norme volontaire pour les TPE, PME. Là, on retrouve le calendrier que vous a présenté Christophe et qui est plus sur la CSRD, là, cette fois-ci, hein, sur les entreprises concernées, avec l'exercice concerné et la date du premier rapport, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, remettre en cause la CSRD impliquerait que la première ligne des entreprises qui sont déjà dedans, puisqu'ils doivent mettre leur rapport là dans quelques mois, dans quelques jours pour l'exercice 2024, ça serait compliqué. Et puis, vous avez après, par échéance successive, l'intégralité du spectre économique qui pourrait être concerné, sachant que là-dedans, évidemment, on ne parle que du côté obligatoire, c'est la CSRD qui est visée dans cette slide. Donc, sur cette slide, si on revient juste sur la slide, donc, les Allemands souhaiteraient repousser de manière très significative les obligations pour les autres entreprises. Nous, on considère qu'un report d'1 an ou de 2 ans permettrait effectivement d'avoir la prise de recul nécessaire pour pouvoir répondre aux nouvelles obligations qui seront issues de la directive Omnibus du 26 février. Oui, vas-y Christophe. Un problème de vue, excusez-moi. L'idée, effectivement, avec la CRCRD, c'est d'avoir un changement d'échelle. Donc, l'idée, c'est d'avoir un champ d'application un peu plus étendu par rapport à la DPEF telle qu'on l'a connue. Donc, permettre à notamment une diffusion de ces thématiques au niveau de la chaîne de valeur des grands groupes. Et donc, on est sur un niveau d'information qui est un peu plus structuré, qui est un peu plus précis, avec des normes. On a notamment des guides d'application qui sont proposés par l'EFRAG, qui sont proposés par l'ANC. Donc, on a quand même un outillage qui s'est mis en place au niveau national et au niveau européen pour accompagner et pour faire diffuser cette approche des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos entreprises. Et donc, on est bien sur quelque chose, c'est un état de durabilité qui va être intégré dans le rapport de gestion de nos clients. Et donc, on est sur quelque chose qui est partie prenante de la réflexion de l'entreprise sur sa stratégie, sur sa vision à long terme. Et donc, on n'est pas sur quelque chose qui vient se positionner à côté du rapport de gestion. C'est bien une partie qui est intégrée dans ce rapport de gestion sur lequel on va exprimer une opinion en tant que vérificateur de durabilité. On a quatre items lorsqu'on est vérificateur de durabilité. Le premier item, c'est la réflexion sur la matérialité des enjeux et donc sur la matérialité des thèmes et des sous-thèmes que l'on souhaite mettre en avant dans le cadre de notre état de durabilité. Le deuxième point sur lequel on exprime une opinion, c'est sur la qualité des points de données
et la technicité du reporting de ces points de données dans l'état de durabilité. Le troisième point sur lequel on a beaucoup de débats, c'est la problématique liée à la taxonomie verte, une taxonomie sur laquelle on est amené à s'exprimer dans nos rapports de vérificateurs de durabilité. Puis un quatrième item, qui est le quatrième item à venir, qui est cette fameuse digitalisation des données, avec comme objectif de permettre notamment une lecture par l'œil humain, mais également une lecture par l'algorithmique, qui va permettre de collecter de manière rapide les items qui intéresseront les utilisateurs qui seront équipés de ces outils d'algorithmique. Alors là, on est vraiment effectivement sur les grandes entités qui sont soumises à l'obligation d'audit, hein. Mais sur notre petite structure qui vont être concernées de toute façon, hein, quoi que soit remis en cause là au niveau européen, seront elles impactées dans la chaîne de valeur, et donc accompagnées à travers quelques indicateurs, sûrement en référence à la norme volontaire. On va revenir sur ce point-là. Donc effectivement, nous, notre position en tant qu'expert comptable, ça va être une position d'accompagnement de nos clients. Et l'outil des ESRS est un assez bon outil pour permettre de structurer la réflexion, même si aujourd'hui, on considère que le nombre de data points qui est prévu, donc de points de données, donc d'indicateurs de performance, qui soient à la fois qualitatifs ou quantitatifs, reste trop important au vu de ce que les entreprises peuvent absorber, hein, dans les délais qui sont prévus, hein. Ce type de mission, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire sur un mois ou 2 mois. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. Donc, quand vous avez une entreprise qui se lance dans ce projet-là, donc ce qu'on appelle les entreprises de la seconde vague, donc les grosses ETI, sur lesquelles on peut intervenir en tant que conseil et accompagnant, sont déjà dans cette réflexion-là, même si l'obligation porte sur l'année prochaine ou porte sur 2 ans. Ce n'est pas un travail que l'on va mettre en œuvre sur quelques mois, c'est un travail d'accompagnement et de réflexion avec le management, mais aussi avec les parties prenantes de l'entreprise, parties prenantes internes et parties prenantes externes. Et donc, toute cette phase d'accompagnement est quelque chose qui prend du temps, puisqu'on a une première partie qui concerne la réflexion sur l'évaluation de la fameuse matrice de matérialité, matrice de double matérialité, qui permet de déterminer est-ce qu'un thème, un sous-thème est matériel pour votre entreprise. C'est quelque chose qui nécessite un travail de réflexion en amont qui est relativement long et qui nécessite un travail de maturation et d'échange avec de nombreux interlocuteurs. Les normes qui vous sont présentées ici, les normes transversales et les normes thématiques, sont des normes qui viennent vous appuyer ensuite sur la réflexion des indicateurs les plus pertinents pour pouvoir piloter les sujets que vous aurez considérés comme étant matériels, importants dans le cadre de votre état de durabilité, qui soit volontaire ou qui soit obligatoire. La démarche est toujours la même. Peut-être pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de tous ces termes, de toutes ces normes, c'est vrai que ça peut faire peur, sachant que les ERS, c'est quand même des normes qui sont assez longues à lire et à comprendre. Mais, et je laisserai Delphine compléter parce que je vais lui lancer une perche. En fait, ce dont il faut vous rendre compte, c'est qu'en fait, pour tout l'aspect social et gouvernance, donc sur les 2 dernières lignes des ESRS, honnêtement, vous êtes quand même dans votre métier. Enfin, vous n'allez pas découvrir des choses totalement nouvelles. Vous avez déjà l'information, il faut peut-être la traiter différemment, mais vous savez de faire. Le vrai sujet, en fait, pour l'expertise comptable, c'est évidemment les ESRS dites thématiques sur l'environnement. Parce que là, on est sur un vrai sujet qu'on peut ne pas maîtriser, mais les textes n'empêchent pas de faire appel à des experts, justement, pour vous accompagner soit dans la rédaction ou l'établissement du rapport, soit même dans la vérification quand on est auditeur vert. Peut-être je te laisse parler sur le social. Oui, sur le social, c'est des données qu'on maîtrise mieux. Enfin, voilà, compter les effectifs, avoir les heures de formation. On a des notions de bilan social pour des entreprises en France aussi. Sur ces données-là, on les maîtrise. Donc, oui, la partie sociale, c'est quelque chose qui est plus simple pour nous, déjà au niveau de la recherche de l'information, et puis de la maîtrise et de la connaissance. Christophe, est-ce qu'on a des questions?
On a juste une question sur toujours le monde associatif. Comment le monde associatif s'inscrit dans ce rapport de durabilité? Pour le moment, on est essentiellement sur des entreprises commerciales, mais de manière volontaire, les associations peuvent s'inscrire aussi dans cette démarche. Notamment, nous, on a le cas d'une association qui est une grosse association qui a des demandes de la part de ces grands donateurs qui réclament des indicateurs de performance au niveau de notre association. Et donc, on doit fournir des indicateurs de performance qui permettent à l'entité concernée de répondre à ses obligations. Donc, du côté associatif, on commence à être concerné par ces sujets-là. Et puis, vu que l'association en question, elle est en compétition maintenant avec des entreprises qui se sont appropriées le marché, mais qui sont des entreprises commerciales, il y a tout un sujet de services complémentaires qu'on va pouvoir proposer à nos donateurs pour leur permettre de répondre à leurs obligations. Et donc, effectivement, il y a un travail sur des indicateurs de performance en matière environnementale, en matière sociale ou en matière de gouvernance qui sont demandés par les grands donateurs. Et donc, dans le monde associatif, on a cette contrainte-là qui nous est imposée par les donateurs. Et donc, c'est un marché sur lequel on peut se positionner dans l'accompagnement et dans la construction et la vérification des indicateurs qui sont proposés à ces donateurs. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place et c'est un travail qui sera fait sur cette année pour pouvoir répondre aux attentes des donateurs et pour pouvoir permettre d'apporter un service supplémentaire à nos donateurs en matière de pilotage de la performance durable. Oui, Un petit mot sur la LSME? oui, rapidement, oui. Ouais, Christophe, tu prends la LSME ou... Sur la LSME, c'est pour les PME qui sont cotées. Donc, le marché des PME cotées sur la partie française est un petit peu moins important en France par rapport à d'autres pays. Je pense notamment à l'Allemagne où il y a un peu plus de PME qui sont cotées en bourse. Donc, c'est quelque chose qui est une version allégée de ce que l'on connaît au niveau de la CSRD générale. Donc, on est sur toujours la même approche avec des obligations, des thématiques, donc des thématiques qui sont essentiellement non plus basées sur du qualitatif. Dans la partie CSRD, il faut se rappeler que en termes d'indicateurs qui sont proposés, on a un nombre d'indicateurs quantitatifs qui est de l'ordre de 1/3 et de 2/3 d'indicateurs qualitatifs. Là, dans le rapport de durabilité pour les listed, donc les PME cotées, on est sur des sections thématiques qui sont principalement orientées vers du quantitatif. Et les exigences de publication, elles sont bien plus réduites que celles que l'on peut avoir sur le rapport classique. Et ensuite, la norme volontaire. Donc, la norme volontaire, vous voyez, effectivement, on vous a mis à côté les outils que vous pouvez utiliser au niveau de l'EFRAG et au niveau de l'ANC. On vous propose des guides d'accompagnement. Donc, pas hésiter à aller les consulter. Sur la norme volontaire, là, pareil, on simplifie la réflexion. Simplifie beaucoup. On simplifie beaucoup, effectivement, la réflexion. Donc, certains disent qu'on a un petit peu trop simplifié la chose. Donc, cette norme volontaire s'appuie sur deux modules. Un module de base qui sera uniquement quantitatif et puis un module complet sur lequel on va pouvoir s'appuyer qui intégrera du quantitatif et du qualitatif. On balaye toujours l'intégralité des sujets, mais on réduit la quantité d'indicateurs qui sont obligatoires. Ça, c'est la norme qui aujourd'hui est celle qui a le vent en poupe, on va dire. Mais malheureusement, c'est celle qui est la plus réduite en termes de nombre d'indicateurs. Donc, on considère aujourd'hui que c'est un bon premier palier pour aller plus loin. Donc, je pense que c'est cette norme volontaire où nous, en tant qu'experts comptables, on a notre rôle à jouer en tant que conseil et accompagnant. C'est quelque chose qui permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, on commence à avoir un rapport de durabilité structuré, normé. Et donc, voilà, c'est le prochain step. Une fois que vous avez commencé à travailler avec votre client sur la sensibilisation, que vous avez commencé à construire les premiers indicateurs avec des outils relativement simples, c'est lui proposer d'aller vers ce rapport de durabilité où la marge n'est pas si importante que ça par rapport au rapport de durabilité complet qu'on a connu au niveau de la CSRD pour les grands groupes. Sachant que là, il n'y a qu'une vingtaine d'indicateurs qui est demandé dans la norme. Donc, et la plupart, en fait, vous les avez déjà
par rapport à l'information que vous traitez sur vos dossiers. La plupart, hein, je n'ai pas dit toutes, mais la plupart. Oui, exactement. Et c'est vrai, peut-être pour compléter ce que disait Christophe, c'est vrai que souvent, ce qui est dit, hein, pour ceux d'entre vous qui voudraient commencer à faire des missions sur le sujet ou accompagner les clients sur le sujet, on dit souvent que la première étape, c'est un bilan carbone et après, c'est un rapport de durabilité sur la base de la VSMI. Hein. C'est ce qui est le plus simple à mettre en œuvre et qui peut d'ailleurs permettre à votre client de répondre soit à des demandes de grand donneur d'ordre, soit à des marchés publics aussi. Hein. Oui, c'est ce qu'évoque Eric. Effectivement, l'objectif, c'est pour les grands donneurs d'ordre de limiter le niveau de demande. Et donc, en théorie, un donneur d'ordre ne doit pas aller au-delà de ce qui est prévu par la norme volontaire pour les PME. Je dis bien en théorie parce que contractuellement, il peut vous demander d'autres indicateurs. Mais le principe est effectivement, dans l'approche de l'état de durabilité, normalement, un donneur d'ordre ne doit pas aller au-delà de ce qui est prévu dans la norme volontaire PME pour les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, les actualités, j'en ai parlé un petit peu, hein, les débats avec la partie allemande, les débats avec notre ministre de l'économie et des finances, le débat avec le représentant français à la Commission européenne. On voit qu'il y a quand même un flottement à ce niveau-là. Donc, alors on aura plus d'informations sur cette évolution lorsqu'on aura les conclusions de la directive Omnibus qui nous permettront de savoir vers où on veut aller. Au niveau allemand, c'est quelque chose qui est relativement radical. Au niveau français, on est sur quelque chose qui est un peu plus construit et qui a vocation à faire progresser la cause et pas d'abandonner totalement la cause. Et notamment parce qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont dépensé beaucoup d'argent dans cette démarche-là. Donc, il est hors de question au niveau national de remettre en cause ce que l'on a engagé, même s'il y a des luttes de pouvoir qui se mettent en place au niveau européen. On va continuer à travailler sur ces sujets-là, travailler peut-être à une simplification. On a un questionnement sur la taxonomie verte, notamment l'utilité de cette taxonomie verte pour les investisseurs. On a des débats qui sont en cours. La directive liée aux obligations des entreprises, pareil, la CS3D qui fait l'objet de discussions, et puis l'allègement en termes de data point. Donc là, on a des arbitrages politiques qui vont se mettre en place et on verra ce qu'il en sortira le 26 février. Tout à l'heure, je vous ai donné la position de Robert Ophel, qui est le président de l'ANC, qui est une position modérée et à laquelle j'adhère parfaitement. Et en complément, du coup, il y a aussi la position du CNO aussi sur le sujet, parce que en fait, pour que on ait tous le même niveau d'information, il y a une consultation pour cette directive dite Omnibus, mais qui est une consultation non publique. C'est-à-dire que la Commission européenne a décidé arbitrairement d'interroger certains acteurs sur le territoire européen. Pour autant, on a été au courant de cette consultation. L'ordre n'a pas été sollicité, la compagnie des commissaires aux comptes n'a pas été sollicitée. Ça n'empêche pas à ces deux institutions d'avoir répondu publiquement quand même si on n'est pas sollicité, rien ne l'interdit évidemment. Et c'est pour ça, je pense que l'ANC n'a pas répondu officiellement, Christophe, et que c'est le président qui a parlé en son nom. Mais de toute façon, on retrouve une position, quels que soient les acteurs français qui ont répondu, enfin en tout cas dans les positions que j'ai pu voir, on est tous modérés et je pense qu'on est tous dans la même direction. Enfin, il y a peut-être quelques nuances parfois, mais c'est évidemment de ne pas tout casser, mais d'adapter, de simplifier, notamment sur la CSRD. L'ordre pousse pas mal la fameuse norme intermédiaire, la LSME, qui en France ne concernerait que 70 entreprises. Pour donner le chiffre, je disais que ça ne concerne pas beaucoup de monde. Je confirme que ça ne concerne pas beaucoup de monde. Pour autant, telle qu'elle est construite, on peut se dire elle peut correspondre à de la PME. Et du coup, de se dire que pour les entreprises de taille intermédiaire, avec un seuil à 250 ou 500 salariés, peu importe, mais elle pourrait être mieux en termes enfin, elle pourrait être aussi pertinente que la CSRD, mais moins compliquée, mais aussi plus complète que la VSME, qui là, pour le coup, n'est plus adaptée à de la PME. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Sur la CS3D, on s'est prononcé également. Donc CS3D, je vous rappelle, c'est le devoir de vigilance. Mais le devoir de vigilance existe déjà en France. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Alors bien sûr qu'on est à un autre niveau avec la directive européenne, mais ça existe également. Ce que demande l'ordre, c'est que les réglementations soient adaptées pour circonscrire la responsabilité de la société de ses dirigeants
aux seules diligences réellement mises en œuvre. Parce qu'en fait, la CS3D demande beaucoup de diligences à mettre en œuvre, dont certaines, en fait, seront matériellement impossibles à faire. Et de se dire, bah, dans ce cas-là, si on prouve ou qu'on démontre qu'il a été impossible de les mettre en œuvre, on écarte la responsabilité. Okay, et sur le règlement taxonomie qui fait beaucoup parler, pour reprendre ce que disait Christophe, bah, c'est évidemment, l'ordre propose sa simplification, mais surtout d'améliorer son articulation avec la directive CSRD, parce que beaucoup ne comprennent pas en fait ces deux choses. Et je vous rappelle qu'en tant qu'auditeur vert, comme le rappelait Christophe, vous allez vous prononcer aussi sur la taxonomie verte. Et j'insiste sur la phrase un accompagnement effectif des TPE-PME dans leur transition vers la durabilité. On est vraiment là comme accompagnant. Le rapport de durabilité, c'est l'aboutissement en fait. Nous, on doit accompagner ces PME à discuter de leur modèle d'affaires, de leur transition. Et le rapport de durabilité vient pour mesurer ça à la fin en fait, pour rendre compte. Effectivement, il y a beaucoup d'étapes en amont sur cette réflexion-là qui ne nécessitent pas d'aller jusqu'à l'état de durabilité. Il y a, comme le souligne Delphine, la possibilité d'avoir une réflexion avec son client sur son modèle d'affaires, sur la criticité des ressources qu'il mobilise pour créer de la valeur, sur le partage de la valeur en fonction des ressources qui sont mobilisées, comment j'entretiens ma ressource humaine par de la formation, par du recrutement adapté, par de la transition pour les collaborateurs qui, dans le projet à venir, ne s'inscrivent pas dans le projet entrepreneurial. Pareil sur l'entretien de la ressource naturelle, comment je peux travailler sur de l'éco-conception, comme l'évoquait tout à l'heure Yoché dans les échanges qu'on a eus via le chat. Comment je peux réfléchir à réduire mon utilisation de ressources primaires et aller vers des ressources plus secondaires. Donc, toute cette réflexion en amont sur le modèle d'affaires, c'est quelque chose que moi, je considère comme étant stratégique pour nous en tant qu'experts comptables. C'est de nous repositionner au cœur du sujet de l'entrepreneur et du chef d'entreprise et d'être vraiment à ses côtés et de réfléchir avec lui sur comment il peut accompagner, nous pouvons accompagner le développement de l'entreprise en ayant une réflexion posée sur son modèle d'affaires, un modèle d'affaires durable qui intègre la ressource financière, mais aussi la ressource humaine et la ressource naturelle notamment. Tout à fait. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête maintenant, mais juste pour bien repréciser, quand on est expert comptable, donc les missions possibles par rapport à un rapport de durabilité, c'est bien évidemment en tant qu'expert comptable, c'est une mission d'aide à l'établissement de ce rapport, et ça, on vient de le signaler. Et puis aussi, si vous décidez de vouloir auditer ces rapports, il faut passer ce fameux visa durabilité, être inscrit à la compagnie ou passer par l'habilitation COFRAC si vous ne souhaitez pas passer par le visa durabilité. Alors, nous avons pas mal de questions qui sont venues dans le chat. Je vais reprendre la question de Guillaume pour déterminer les différents indicateurs qui sont prévus par les rapports de l'état de durabilité. Ça représente un coût important pour les petites PME. Comment y remédier? Je n'ai pas trop de réponses de ce côté-là. Effectivement, s'il y a un bilan carbone ou un bilan de gaz à effet de serre, ça coûte un peu d'argent. Donc, effectivement, il y a des outils qui sont plus ou moins onéreux à mettre en œuvre. Mais ça fait partie du projet du chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise veut se lancer de manière volontaire, effectivement, il y aura un coût. Il y aura un coût à prévoir, mais voilà, ce coût peut effectivement être assez rapidement amorti en matière de communication, en matière de promotion et en matière d'alignement avec les attentes des parties prenantes sur ces sujets-là, même de manière plus générale dans le cadre de la réflexion autour du modèle d'affaires. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à valoriser et à dire effectivement, c'est des sujets, il y a un petit peu d'argent à dépenser, mais vous allez en tirer une valeur ajoutée plus tard. Oui, et puis il y a quelques aides quand même. Il y a aussi toutes les aides dont on a parlé tout à l'heure. Donc, Alexandre nous pose une question sur les positions des pays européens sur la directive Omnibus. Effectivement, comme l'a souligné Eric, on est dans un mode de fonctionnement qui est très atypique, où on a un fonctionnement à copie cachée. Donc, on va avoir des prises de position officielles qui souvent ne seront pas des positions au nom d'une organisation. Donc, nous, par exemple, au niveau de l'autorité des normes comptables, on n'a pas pris position en tant qu'autorité des normes comptables. C'est le président qui a pris position pour nous.
Voilà, donc c'est un choix. Donc, vous allez retrouver des informations sur les positions des différents pays dans la presse lorsqu'il y aura une communication officielle qui sera effectuée par ces différentes parties prenantes. Et comme l'a souligné Eric, même si on n'est pas sollicité, on a la possibilité d'exprimer nos points de vue. Et donc, vous avez de nombreux acteurs, que ce soit le MEDEF ou d'autres acteurs patronaux, des ONG qui ont effectivement exprimé aussi leur position sur ces sujets-là. J'ai Matunda aussi qui nous rappelle que pour avoir une réflexion autour de ces sujets-là qu'on évoque, mais on peut s'appuyer sur les rapports du GIEC, sur les synthèses du GIEC qu'on peut mettre en avant. Bien évidemment, ça fait partie du bagage qu'il faut s'approprier. Donc la fresque du climat, c'est une première approche, mais effectivement, aller plus loin, comme l'a souligné aussi Eric, aller regarder ce que font les shifters. Il y a pas mal de choses très intéressantes. Puis les différentes ONG, WWF, qui proposent également des analyses qui peuvent être très pertinentes sur des sujets sur lesquels on n'est pas totalement à l'aise, comme la biodiversité ou l'eau, par exemple. Sachant que WWF est l'un des rédacteurs de la directive CSRD, hein. Donc ils savent de quoi ils parlent, évidemment. Ouais. Il y a Gabriel aussi qui pose une question, Eric, sur est-ce qu'on est couvert dans le cadre de ces attestations par notre responsabilité civile d'expert comptable? Je vais faire une réponse qui est la réponse officielle de l'ordre. Tout dépend du contrat d'assurance que vous avez. Si vous êtes sur le contrat groupe, je vous réponds oui, puisque c'est une garantie tout sauf. Donc, vous êtes garanti dans tout ce que vous faites, sauf exception, et ce n'est pas une exception. Si maintenant vous ne passez pas par le contrat groupe de l'ordre, je peux que vous inviter à poser la question directement auprès de votre assureur. Merci. Nous avons fait l'objet d'un contrôle du COFRAC en tant qu'OTI. Et donc, en tant qu'OTI, une des questions qu'on nous a posées, c'est effectivement les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle. Et nous, c'était dans le cadre de la mission de vérification. Et donc, il a fallu qu'on récupère les contrats, les 3 lignes de contrats qui sont proposées par la compagnie. Et donc, Sophie Assure nous a orientés vers MMA qui gère nos contrats au niveau de la profession. Et donc, le premier niveau d'attestation qui nous a été proposé n'avait pas été accepté par l'inspecteur du COFRAC. Et par contre, le deuxième niveau d'attestation qui nous a été fourni précise bien le fait qu'on est couvert sur les missions de vérification par le contrat de la compagnie. Et donc, Sophie Assure nous assure pour les activités de vérification. Pour les activités de conseil, ça sera via le contrat de l'ordre. Bien sûr, tout dépend de la casquette que vous avez, hein. Évidemment, si c'est une mission de commissariat aux comptes, c'est plutôt côté compagnie qu'il faut se renseigner, enfin, ou assureur commissaire aux comptes. Et moi, je répondais côté ordre, évidemment. Alors, il nous reste 3 minutes et je crois que vous voulez qu'on présente l'outil. Oui, alors Bon, peut-être tout ça, on l'a dit, hein, donc je me permets de passer. En revanche, et ça peut peut-être répondre indirectement à la question de Guillaume, si ma mémoire est bonne, qui demandait s'il y avait des outils pour aider à faire des premiers rapports de durabilité. L'ordre, en fait, a lancé un outil il y a quelques mois, juste avant le congrès, qui s'appelle Impact Durabilité, qui est un outil gratuit, donc que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui en allant sur le site de l'ordre. Et cet outil, en fait, vous permet de faire un premier rapport de durabilité pour vos clients de manière simple et avec une vingtaine d'indicateurs. Donc, c'est-à-dire on se base sur la VSME, la fameuse norme volontaire qui est la plus simple et qui correspond du coup à la clientèle que vous pouvez avoir dans la profession. L'objectif étant, comme on l'a dit, de faire un premier rapport, de faire peut-être un premier pas dans un plan de transition. C'est évidemment simple, mais c'est pour justement mettre un pas aussi bien pour l'expert comptable que pour le client vers la durabilité. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, je vous disais, une vingtaine d'indicateurs, donc basés sur la CSRD volontaire, qui est l'autre nom pour la VSME, qui couvre l'intégralité du champ ESG, environnement, social et gouvernance, où vous allez retrouver des choses simples. Regardez sur l'environnement, consommation d'électricité, pollution de l'air, enfin pollution de l'air, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tout le monde n'est pas concerné. Quantité d'eau consommée, quantité totale de déchets. Sur le social, nombre d'heures de formation, écart de salaire femmes-hommes, salaire horaire moyen, nombre d'accidents du travail. Et sur la gouvernance, la seule chose qu'on demande, et c'est vrai dans la VSME, c'est le nombre de condamnations et le montant des amendes pour violation anticorruption et anti-pot de vin. Bon, j'espère pour vous, en fait, que vos clients ne sont pas concernés. Et que même si vous en avez, ça va être de manière très épisodique. Mais quoi qu'il en soit, si on prend le social, en fait, vous avez déjà, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez déjà toute l'information dans la DSN. Sur l'environnement, vous avez une partie de l'information, mais pas tout. Alors, comment se passe l'outil ?
En fait, vous allez sur le site de l'ordre, vous allez aller directement dans la page, bon, vous cliquerez directement dessus. On va vous demander de déposer le FEC du client concerné, qui va passer dans un outil qui s'appelle Diagnostic FEC. Et une fois que ce diagnostic FEC est bon, en disant bah, il est conforme à un FEC, on peut le basculer dans Impact Durabilité. Vous allez rajouter ensuite la DSN du même client. D'accord? Faire quelques saisies manuelles. Et en fait, vous avez votre premier rapport de durabilité, qui est purement quanti, là, pour le coup, qui n'est pas de quali, puisque, enfin, le quali, vous pourrez le rajouter après, hein. Donc, il va se présenter de manière très visuelle. Donc là, vous avez la navigation, je passe, parce que je sais qu'il nous reste peu de temps. Mais vous avez un rapport qui ressort dans l'état qui vous est montré ici, donc avec beaucoup de diagrammes, d'histogrammes et de consommation, en comparaison aussi des consommations sur le secteur. Ça, c'est important parce qu'en fait, quand on a construit l'outil, on y a injecté plein de bases qui sont en open source et qui permettent de vérifier que votre client boulanger, par exemple, si vous voulez faire pour un boulanger, qui est en région Île-de-France, eh ben, on va comparer sa consommation énergétique, ses salaires, etc., en fonction des boulangers de sa région. Et évidemment, ça vous donne des indications parce qu'il peut être en sous-consommation énergétique. J'ai envie de dire, ouais, c'est plutôt bon, c'est qu'a priori, il est bien, mais pourrait être en surconsommation énergétique. Et là, peut-être vous de l'accompagner en disant, mais il y a peut-être un problème parce que vous êtes vraiment en surconsommation. Est-ce que c'est un problème de tableau? Est-ce que c'est un problème de four qui est vraiment vieillissant et qui consomme trop? Et donc, vous voyez, on rentre dans la transition et vous dans le conseil. Ces rapports sont exportables sous format PowerPoint ou Excel, comme ça vous en faites ce que vous voulez, hein. Évidemment, vous les personnalisez, vous les complétez de manière qualitative. Donc, on vous invite évidemment à l'utiliser. Dites-vous bien que la DSN, quand vous la déposez, elle n'est pas conservée et le FEC n'est pas conservé, hein. C'est vraiment pour vous faire un premier rapport. Ça sera évidemment amélioré, hein, cet outil, mais c'est un premier outil qui a eu un grand succès lors du congrès et qui permet en fait de faire tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est d'accompagner vos clients vers la durabilité. Merci beaucoup, Eric. Alors, c'est vrai qu'on est passé un peu vite, mais suivez-nous et on reviendra là-dessus lors d'ateliers de nos journées de durabilité, voire sur les universités d'été et peut-être on fera un webinaire dédié à cet outil. Dans le support, vous retrouverez toutes les outils complémentaires qu'on n'a pas déjà abordés, évidemment la partie cap durabilité du site de l'ordre, mais également les ouvrages encore qui concernent la RSE, la durabilité, les analyses sectorielles, on en a déjà parlé. Et puis, vous aurez aussi des références sur les formations, notamment le parcours cap durabilité de Supexpertise, hein, qui vous permet d'avoir le visa également au bout. Et puis, toute autre formation possible à travers Supexpertise, donc l'organisme de formation régionale et aussi les partenariats avec Dauphine. Mais vous aurez tout ça sur le support. Et puis, voilà, on espère que ce webinaire vous a plu. Ah oui, aussi un renvoi aux différentes vidéos sur le site Fuzz Expert de l'Ordre. Voilà, on vous a mis ici quelques vidéos qui sont encore d'actualité et que vous pouvez revoir à loisir. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Christophe. Et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous.